Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Chez les adolescents, le sida est mal connu. La prévention et l'information autour du virus du sida restent de mise, alors que les jeunes sont de moins vigilants et mal informés. En RDC, selon l'étude démographique de santé, 0,5% des jeunes de 10 à 19 ans sont séropositifs. Comment se dessine le tableau du VIH-Sida chez les jeunes? On en parle dans ce check-up avec le docteur Faustin Kitetele, expert en VIH pédiatrique. Responsabilité des uns et inconscience des autres, quoi qu'il en soit, le taux du VIH-Sida est en baisse chez les adultes, mais en croissance chez les adolescents. Un tableau qui démontre que les jeunes constituent un des groupes les plus vulnérables au VIH-Sida. 14% des personnes vivant avec le VIH en RDC sont des adolescents et jeunes de 10 à 19 ans. Une situation qui pousse l'ONU-SIDA à intensifier la prévention au centre de la stratégie afin de toucher un plus grand nombre de jeunes. Nous avons également constaté que depuis un certain temps, les actions en matière de prévention ont beaucoup baissé. Notamment pour la frange la plus jeune qui n'a pas bénéficié de cette intensification de la prévention, de la communication pour le changement de comportement. Donc il est temps, nous avons estimé qu'il était temps, bien sûr, de replacer la prévention au centre de la stratégie de lutte contre le VIH-Sida. Du côté de ces jeunes, beaucoup semblent banaliser ces méthodes de prévention. Alors question, mais quelle est donc la perception du VIH-Sida auprès des jeunes Congolais? C'était un test. J'ai déjà entendu parler du dépistage comme moyen permettant de connaître son état de santé, mais je ne le fais pas. Justement parce que j'ai peur de mourir après. Il ne faut pas connaître. Je n'ai aucune idée sur le dépistage. Les anecdotes qui existent autour du VIH sont très effrayantes, raison pour laquelle j'ai toujours hésité de me faire tester. De toutes les façons, je suis en forme et je ne peux pas avoir le sida. Oui, j'aime pas utiliser les préservatifs lors de mes rapports sexuels. Je trouve ça assez gênant. Mais la seule chose à laquelle je recours avant les relations sexuelles, c'est mon intuition. Et en cas d'hésitation, je ne force pas, je laisse tomber toute initiative. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Et au regard des impératifs de lutte contre le sida en RDC, le président de la République a promulgué récemment la loi modifiée portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et personnes affectées. Des dispositions saluées par plusieurs organisations de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, avec la loi qui a été promulguée par le chef de l'État, le mineur, donc personne âgée de moins de 18 ans, selon la législation congolaise, peut être informé de son état sérologique, donc peut avoir l'information après son test de dépistage. Mais seulement, nous n'avons pas pu avoir l'autorisation par rapport à l'article 37 qui exige les consentements de parents ou des tuteurs de l'enfant pour que cet enfant puisse se faire dépister. Un plaidoyer que poursuit le RACOJ, soucieux de voir cette loi accorder aux jeunes et adolescents le privilège de connaître leur statut sans consentement des parents ou tuteurs. Nous organisons des réunions pour de nouvelles stratégies pour qu'à la session de septembre, que nous puissions démarrer avec l'article qui restait, l'article 37, pour avoir vraiment l'autorisation, pour que les mineurs soient libres de faire son dépistage, qu'ils connaissent son état sérologique. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Faustin Kitetele. Il est expert du VIH pédiatrique et responsable du service de maladies infectieuses à l'hôpital pédiatrique de Kalembe. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci. Docteur, justement avec vous, on va parler du VIH-Sida, les jeunes face à cette maladie qu'on appelle le VIH-Sida. Docteur, aujourd'hui, comment se dessinent les tableaux de VIH-Sida face aux jeunes? Bon, il faut dire que ce n'est pas comme chez les enfants et chez les adultes. Si vous permettez, je vais remonter en arrière. Dans les années 2000, la tranche d'âge comprise entre 10 et 19 ans représentait la cuvette de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'adolescents qui étaient infectés.
Et il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient avec le VIH, beaucoup d'adultes qui étaient infectés par le VIH et qui en mouraient d'ailleurs. Alors on a voulu inverser les tendances en espérant qu'on allait garder cette cuvette de l'espoir, donc qu'on pourra toujours maintenir un nombre très très bas des adolescents infectés par le VIH, mais en agissant aux deux extrémités, c'est-à-dire les nouvelles naissances et chez les adultes. C'est ainsi qu'on avait élargi ou implémenté à grande échelle la prévention de la transmission mère et enfant du VIH. Avec la PTME, donc en abréviation, on a aujourd'hui très peu d'enfants qui naissent avec le VIH, très très peu, en Europe presque plus. Et chez les adultes, avec l'avènement des ARV, la gratuité des ARV, beaucoup d'adultes ont été mis sous traitement ARV, donc on a moins de décès, on a amélioré la qualité de vie et la durée de vie des personnes vivant avec le VIH. Mais on s'est tellement focalisé dans les deux extrêmes, on a oublié les milieux, les adolescents. Donc il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu assez d'actions efficaces, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les enfants qui ont été épargnés ont grandi, mais également, comme il n'y avait pas assez d'actions spécifiques, il y a eu de nouvelles infections chez les adolescents. Aujourd'hui, on a un nombre élevé d'adolescents qui sont infectés par le VIH et qui constituent aujourd'hui un réel problème. Un réel problème, justement, l'EDS parle de 0,5% des jeunes de 10 à 19 ans qui sont aujourd'hui séropositifs. Comment faire justement pour essayer de résoudre ce problème qui ne fait que s'aggraver? Oui, pour résoudre ces problèmes, on doit mener des actions, on doit chercher à innover. Et on ne doit pas réfléchir à la place des jeunes, on doit réfléchir avec le jeune, on doit les accompagner, on doit être assez spécifique pour essayer de contrôler cette épidémie au niveau de jeunes. Vous parlez d'innover, vous parlez de faire mieux pour pouvoir contrôler cette épidémie, mais est-ce que vous pensez que la jeunesse est suffisamment informée? Les grands problèmes chez les jeunes, c'est quoi? C'est l'information. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées à travers l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, RDC comprise bien sûr, et ces études ont pu montrer que du point de vue connaissance sur le VIH, moins de 50% des adolescents et jeunes maîtrisent le VIH du point de vue connaissance, le mode de transmission, de prévention, etc. Et les mêmes études ont pu démontrer que près de 40% seulement de jeunes avaient utilisé le préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Donc on a un réel problème d'information, un réel problème d'accès à certains services. Donc quand je parle de l'innovation, on doit chercher, on doit voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jeune puisse accéder à l'information, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes puissent accéder à certains services. Docteur, vous dites qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'autant plus que le problème existe déjà, le problème est là. Alors je vous ai présenté en tant que responsable d'un service au sein de l'hôpital pédiatrique de Kalembe. Qu'est-ce que vous faites au sein de ces services pour pouvoir conscientiser la jeunesse? Oui, effectivement, nous sommes dans un service où nous prenons en charge le patient. Mais on ne doit pas, quand on travaille, la médecine n'est pas là seulement pour attendre que les gens soient malades pour qu'ils soient soignés, mais également la prévention. Nous devons prévenir la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la maladie? Ça fait plus de 15 ans que nous passons dans les instituts supérieurs et les universités ainsi que les écoles secondaires. Mais en parlant de l'innovation, nous nous sommes dit que nous ne pouvons plus continuer de la même manière. Nous pouvons aller sensibiliser, nous pouvons aller conscientiser. Mais après, nous partons. Il n'y a pas de suivi. La personne peut nous entendre, peut accéder à l'information, mais quelques temps après, ça va se dissiper comme de la fumée. L'approche que nous voulons mener actuellement, c'est d'essayer de pérenniser cette sensibilisation. C'est-à-dire, nous allons travailler dans des écoles avec l'UNICEF. Nous allons travailler dans des écoles où nous allons former les pères éducateurs. Ces pères éducateurs sont des élèves, leaders. Nous les capacitons et nous mettons à leur disposition des outils de sensibilisation. Eux vont continuer de manière pérenne à sensibiliser leurs pairs dans les écoles.
Mais cela ne se limitera pas que dans les écoles, puisqu'il est père éducateur. Donc même à la maison, même à la cité, il pourra faire le même travail et nous avons de jeunes qui vont assurer les suivis. Donc là, vous dites que vous allez aussi penser à ceux-là qui ne fréquentent pas encore le milieu scolaire ou ne fréquentent plus le milieu scolaire. L'intervention se déroulera aussi bien dans les milieux scolaires que dans les milieux non scolaires. Même dans les milieux non scolaires, c'est un milieu quand même, il faut le reconnaître, qui n'est pas facile à gérer. Mais là, nous travaillons avec certaines maisons qui encadrent les jeunes de milieux non scolaires. Et nous allons recruter des leaders. Et ces leaders seront formés et ils vont faire le même travail que ceux du milieu scolaire. Mais est-ce que vous aviez déjà, dans ce parcours, avez-vous déjà eu à détecter ou à identifier les causes même de la transmission, de la contamination de VIH-Sida chez les jeunes? Chez les jeunes, les causes sont multifactorielles. La première cause, d'abord, l'adolescence. C'est déjà un phénomène. Tout le monde est passé par là, même vous, madame, vous étiez adolescente. Bien sûr. Donc, à un moment donné, l'adolescent cherche à s'assumer. L'adolescent, à un moment donné, trouve que si on lui donne des conseils, c'est comme s'il était dicté. Il veut être responsable, il veut oser, il veut essayer. C'est une période de turbulence. C'est comme un avion. La turbulence peut avoir lieu au décollage ou durant le vol ou à l'atterrissage, n'importe quand. Donc, il faut savoir les accompagner. Sans parler du VIH, l'adolescence, c'est déjà une période de turbulence, où on veut tout goûter, tout essayer. Mais quand on veut tout goûter, tout essayer, à un moment donné, on ne raisonne plus correctement. On a des amis, on subit l'influence des pairs. Quand quelqu'un te dit que moi je fais ça, c'est peut-être très bon. Toi, tu chercheras aussi à aller essayer. Mais, comme nous le savons tous, on ne peut pas abandonner les adolescents. Docteur, vous aviez parlé de l'implication de l'adolescent, l'impliquer justement dans cette lutte. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de l'innovation que vous comptez apporter pour que cette lutte soit réellement effective dans les milieux scolaires, faire des élèves, des pères éducateurs. Mais docteur, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ces jeunes aujourd'hui qui sont sexuellement actifs. C'est pas que c'est arrivé une seule fois, je me dis je grandis, je suis jeune, j'aimerais quand même essayer comment ça se passe. Mais il y a déjà des jeunes qui sont vraiment en plein dedans, hein, qui mènent leur vie comme des adultes. Quels conseils vous leur donnez exactement pour que ces derniers ne tombent pas dans ce problème où on ne contracte pas cette maladie? Bon, on peut donner des conseils, mais comment on doit donner les conseils? C'est ce qui compte. On ne peut pas voir un adolescent lui dire il faut faire attention, il y a ça. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord montrer les conséquences d'une vie, d'une sexualité non responsable. Si l'adolescent comprend que sa sexualité doit être responsable, je n'ai pas demandé aux adolescents d'aller se livrer au rapport sexuel, non. Mais nous vivons dans un monde de vitesse. C'est un siècle de vitesse. On peut donner des conseils, mais n'oublions pas que la rue aussi donne des conseils. Donc, on doit arriver à responsabiliser les jeunes. Les jeunes doivent savoir qu'il y a la maladie, il y a le VIH. Il n'y a pas que le VIH qui peut se transmettre par la voie sexuelle. Il y a également les hépatites. L'hépatite B est 10 fois plus transmissible que le VIH. L'hépatite C est plus transmissible que le VIH, mais on a peur du VIH. Donc, on peut attraper n'importe quelle maladie sexuellement transmissible et compromettre son avenir. Donc, on doit arriver à conscientiser les jeunes. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans ce travail de conscientisation des jeunes? Normalement, c'est un travail continu. Je peux me mettre dans une conférence ou dans une séance de sensibilisation, conscientiser les jeunes. Nous le faisons. Mais c'est un travail qui doit continuer. Quand je parle de la continuité, cela veut dire quoi? À la maison, les parents doivent faire ce travail. Doivent conscientiser les enfants, doivent sensibiliser les enfants. Mais malheureusement, dans notre milieu, vous le savez très bien, les parents n'aiment pas parler sexualité avec leurs enfants. C'est un sujet tabou.
À l'école, on en parle, mais pas comme il faut. Les cours d'éducation à la vie, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Les cours d'éducation à la vie, il faut voir les contenus maintenant. Est-ce que les contenus sont adaptés? Moi, je connais des élèves dans notre travail tel que nous travaillons. Vous posez la question, on vous dit, je ne vois pas ce qu'on m'apprend de plus là-bas. Donc, parfois, à un moment donné, nous devons revoir notre façon de faire les choses. Si l'adolescent connaît plus que ce qu'on lui donne comme cours, quel est son intérêt dans ces cours? Nous avons des églises, tout le monde fréquente une église, mais est-ce que les églises nous aident dans ce sens? C'est aussi un sujet tabou. Alors, les jeunes, parfois, sont abandonnés à eux-mêmes et la rue s'en occupe. Moi, dans mon expérience, je pense que la rue n'a jamais donné de bons conseils. La rue n'a jamais arrangé quelqu'un. La rue, beaucoup de gens ont suivi les conseils de la rue et sont devenus ce qu'ils sont devenus. Docteur, on va parler de la loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes affectées. Cette loi du 14 juillet 2008, si je ne me trompe pas, a été modifiée. Alors dites-nous, docteur, est-ce que cette loi aujourd'hui va contribuer à lutter efficacement contre le VIH-Sida? Les choses ont évolué, c'est vrai. Mais pas comme on le souhaitait. On cherchait à ce que les choses soient vraiment puissent aider les jeunes. Mais est-il que, tel qu'est formulé aujourd'hui, on a ouvert une fenêtre qui pourrait quand même nous aider, puisqu'on a ajouté un aspect important dans le jeune, les adolescents, disons, pas tous les jeunes, mais les adolescents entre 10 et 17 ans dans notre milieu, pour ne pas parler de 19 ans. Avant de se faire dépister, il faut l'autorisation parentale. Sauf si il y a l'intérêt supérieur de l'adolescent. Si on pouvait voir l'intérêt supérieur de l'adolescent, à ce moment-là, on pourrait faire le dépistage. Donc les choses ont quand même évolué. Cette fenêtre-là qu'on a ouverte, puisqu'on ne peut pas abandonner le jeune. Le jeune se livre au rapport sexuel, comme vous avez dit. Je disais tout à l'heure que les études ont pu montrer que les jeunes sont sexuellement actifs et n'utilisent aucun moyen de prévention. Ce qui fait qu'il faut les dépister. Ceux qui sont infectés, on doit les prendre en charge précocement. Ceux qui ne sont pas infectés, il faut renforcer leurs capacités. Et puis pour qu'ils puissent également accéder à certaines informations et à certains services. Bon, la loi, si nous trouvons que le jeune se livre au rapport sexuel non protégé, ces jeunes courent un risque d'attraper le VIH. Le dépistage, c'est la porte d'entrée dans la prise en charge, mais également dans la prévention. Si on fait le dépistage, il n'est pas infecté. On reçoit des conseils. Il reçoit les conseils. S'il est infecté, il commence le traitement ARV. De la même manière, un adolescent, une adolescente qui se fait dépister, s'il est infecté par le VIH, on les prendra en charge, mais également, il y a ce qu'on appelle la prévention positive. On doit apprendre à ces jeunes de protéger les autres et de se protéger. Contrairement à ce que les gens croient, que lorsqu'on est infecté, on peut avoir des rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire tu peux croire que tu peux infecter les autres, mais tu peux également être surinfecté parce que tu peux rencontrer un partenaire qui est également infecté avec des souches résistantes. Là, tu es de nouveau infecté par une souche résistante et ça va compromettre même ton traitement. Donc, cette loi ouvre quand même une fenêtre, ça nous permet de voir l'intérêt supérieur de l'adolescent et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là. Mais docteur, ce que j'aimerais savoir, toujours par rapport à ce problème qui concerne aussi les adolescents, comment faire pour pouvoir informer un enfant qu'il est malade? Quelles sont les stratégies au fait que vous utilisez pour pouvoir informer un adolescent qu'il est contaminé? J'allais en arriver là avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Heureusement, vous avez posé la question, mais dans mon cours d'idée, j'allais arriver en parlant de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment arriver à annoncer à un enfant?
C'est la bonne question, mais avant d'aborder cela, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Un enfant est infecté par le VIH, l'enfant prend le médicament. L'enfant ne sait pas pourquoi il prend le médicament. Il prend les médicaments. Cela passe quand l'enfant est encore malade. Mais l'enfant se sent nettement mieux. Avec les ARV, il a remonté son immunité. Il est comme tout le monde, dont l'enfant devient immunocompétent comme tout le monde. Mais cet enfant, vous continuez à lui donner les médicaments, vous croyez vraiment qu'il va continuer à prendre les médicaments? Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué et certains enfants abandonnent de prendre les médicaments. Ou si vous l'obligez, il peut prendre les comprimés et jeter les comprimés. Non seulement il s'est fait du tort, parce qu'il ne prend pas son traitement, il peut rejeter, mais également, ces médicaments ont un coût. Vous voyez les gaspillages. Mais le problème, c'est à quel niveau? L'enfant a besoin de connaissances. J'en ai parlé au début de l'émission. Les adolescents ont besoin de connaissances. Ils doivent connaître. Et aussi c'est un adolescent, l'adolescent doit connaître qu'il est infecté par le VIH. C'est une maladie chronique et qu'il va porter cette maladie chronique jusqu'à X temps. Et en connaissant sa maladie, il pourra adhérer au traitement. Mais malheureusement, je ne peux pas annoncer à un enfant qu'il est infecté par le VIH sans l'aval de ses parents. Si les parents refusent, je ne peux pas annoncer. Je peux préparer, mais je suis bloqué. C'était un réel blocage. Avec cette loi, comme on nous dit, qu'on doit voir l'intérêt supérieur de l'adolescent ou de l'enfant, moi je vois l'intérêt supérieur. L'enfant présente un échec thérapeutique parce qu'il ne prend pas correctement les médicaments, le parent refuse. Que dois-je faire? Parce que le parent refuse, je dois laisser l'enfant mourir? Là, je dois voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Justement. Donc, je dois préparer l'enfant et annoncer. Donc, c'est ça. Pour revenir à la divulgation, la divulgation ou l'annonce du statut sérologique, c'est un processus. Ça prend du temps et pour arriver à la divulgation complète, c'est-à-dire à l'annonce complète, il faut être sûr que l'enfant a un niveau de maturité suffisant pour comprendre et accepter son problème. Donc ça peut prendre 1, 2, 3, 4 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois, ça dépend d'un enfant à un autre. Donc tout dépend du niveau de maturité de l'enfant. Tout dépend du niveau de maturité de l'enfant. Les adolescents surtout disent que Sida et Bomara Sossoté, si je peux le dire, docteur. Comment vous faites pour les faire comprendre ou les convaincre que c'est une maladie qui peut être fatale pour eux? Bon, ceux qui disent ça ne connaissent pas leur statut sérologique. Ceux qui connaissent leur statut sérologique ne disent pas ça. Beaucoup le connaissent, mais banalisent aussi. Je ne pense pas. Ceux qui connaissent leur statut sérologique, ceux qui ont suivi les processus de divulgation, ceux qui ont reçu les informations nécessaires et suffisantes, je pense qu'ils ne peuvent pas dire ça. Est-ce que les enfants que vous encadrez à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, est-ce qu'on peut savoir leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart sont nés avec le VIH/SIDA, donc c'est-à-dire qu'ils ont eu à être contaminés par leurs parents, ou bien ce sont des jeunes qui, au cours de leur parcours, se sont retrouvés contaminés avec la maladie? Bon, plus de 90% ont été infectés à partir de leurs parents, c'est-à-dire de la transmission mère-enfant du VIH. On va alors, pour ce faire, suivre le témoignage d'un garçon que vous encadrez justement au sein de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. On va écouter c'est quoi son histoire et on se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission. On m'a diagnostiqué le VIH quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, donc ça fait 5 ans maintenant que je vis avec. Que j'ai su en fait que j'ai le VIH. Je me l'ai annoncé parce que déjà je tombais fréquemment malade. Je suis allé à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe et quand on a fait le test, on a découvert que j'étais séropositif. J'ai eu la visite d'un jeune garçon et une jeune fille.
Ils ont essayé de me persuader, de me dire vraiment le vrai problème que j'avais en fait. C'est comme ça qu'ils m'ont divulgué, ils m'ont dit que j'avais le VIH et que eux aussi en avaient. Et ils m'ont persuadé que c'était pas fatal, c'était pas la fin du monde. Et pour moi d'abord, c'était pour une première, c'était vraiment choquant parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Voilà que cette nouvelle m'est subitement venue comme ça. Ça venait de mes parents. C'était pas facile parce que je les ai vraiment pas pardonné au début parce que je disais que c'était de leur faute, mais au fur et à mesure avec les conseils, vu que je grandissais dans ça, j'ai pu comment je peux dire, j'ai pu graduer, j'ai pu quitter cette étape de colère, cette étape des peurs, cette étape. En fait, je me sens normal. Au début, je vous assure que c'était pas facile. Au début, ça a été trop difficile pour moi de pouvoir aujourd'hui être capable d'en parler. Seulement que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à part qu'ils m'ont donné la nouvelle, à part qu'ils m'ont divulgué, ils ne m'ont pas laissé comme ça. Ils ont continué avec le suivi. Le médecin aussi me suivait par téléphone. Il me donnait des rendez-vous. Donc, à tout moment, j'étais un peu curieux. Je voulais savoir quel était mon sort. Mais aujourd'hui, quand même, je crois bien, je suis sûr aussi, que je leur ai prouvé le contraire parce que ils s'attendaient que ça ne devait pas durer. Je ne devais pas durer en fait. Mais voilà il y a déjà 5 ans que je... Quel est le taux de prévalence chez la jeune fille et chez le jeune garçon? En RDC, comme vous avez dit, vous n'avez pas des 0,5%, c'est 0,2% chez chez l'adolescent et 0,7% chez l'adolescente. Donc, les taux est élevé chez la jeune fille. Est élevé chez la jeune fille. Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, il y a plusieurs facteurs. D'abord, la vulnérabilité biologique, si je commencerai par là. La femme en général, pas seulement l'adolescente, la femme en général est plus vulnérable que l'homme. Si vous prenez l'appareil génital de la femme, n'est pas comme l'appareil génital de l'homme. Chez l'homme, l'appareil génital, c'est la peau. Et pour que le virus puisse entrer, il faut qu'il y ait une lésion. Même une petite blessure invisible, là, le virus peut entrer. Mais l'appareil génital de la femme est constitué d'une muqueuse. Ce n'est pas la peau comme chez l'homme. C'est une muqueuse. Et dans une muqueuse, on a souvent des petites plaies, je peux appeler ça ainsi vulgairement. Et lorsque l'homme dépose, si l'homme est infecté, lorsque l'homme dépose sa sémence, la femme est facilement infectée. Or, ce n'est pas le cas avec l'homme. Si l'homme ne se blesse pas, s'il n'y a pas de lésion, même si la femme est infectée, l'homme ne pourra pas être infecté s'il n'est pas blessé. Il y a également les problèmes socio-économiques. La femme est vulnérable du point de vue socio-économique. Là, vous le savez. Donc, la femme, parfois, se laisse faire pour plusieurs raisons. Et puis même au niveau des instituts supérieurs, comme on le déplore, le point sexuellement transmissible et autre chose. Donc la femme est plus vulnérable que l'homme, ce qui explique pourquoi, même à travers le monde, lorsqu'on prend le nombre de personnes infectées par le VIH, le nombre de femmes est toujours plus élevé que le nombre de personnes de sexe masculin. Docteur Kititele, on va parler de l'objectif 90-90-90 à d'ici 2020. Est-ce possible en République démocratique du Congo? Merci pour la question. Là, je ne répondrai pas en rapport avec la République démocratique du Congo, mais je répondrai en rapport avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Je reviens de Dakar, dans une réunion des experts de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, où on a essayé d'évaluer. Et la conclusion a été qu'il était très difficile aux pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest
d'atteindre le 90-90 d'ici 2020. Donc c'est un peu très compliqué. Mais est-il qu'avec l'innovation, avec les approches différenciées, si nous 2020. fournissons des efforts, nous pouvons ne fût-ce qu'approcher le 90-90. Ce n'est pas impossible, tout est possible à celui qui croit. Mais avec des efforts quand même... bien conjugués. Voilà. Docteur, tout à l'heure, tout au long de cette émission, nous avons parlé du taux de croissance de la maladie auprès des adolescents et jeunes. Est-ce qu'on doit penser à une génération sans sida un jour? Oui, tout est possible. Tout est possible. On peut arriver à la génération sans sida. Ce n'est pas étonnant. Vous avez appris que dans certains pays, on a carrément éliminé le VIH chez l'enfant. Et en Europe aujourd'hui, c'est rare qu'un enfant puisse naître avec le VIH. Donc, avec la volonté, avec les efforts, avec le moyen, tout est possible. Nous pourrons arriver à une génération sans sida. Et c'est quoi la clé pour y arriver? Pour y arriver, on doit tous se mettre au travail. Vous, journalistes, vous devez aider la population. Puisque ce n'est pas vous, mais si vous regardez très bien, le VIH, on en parle beaucoup plus au mois de décembre. Ce n'est pas normal. Tout le monde, les gens s'infectent tous les jours. Toutes les minutes, les gens attrapent le VIH, s'infectent du VIH. Donc la presse, à un moment donné, devait aider la population, devait sensibiliser la population. Non seulement sensibiliser, mais également arriver à dédramatiser la maladie. Merci beaucoup, Dr Faustin Kitetele. Mais avant que nous puissions clore cet entretien, est-ce que vous pouvez encore une fois rappeler quelques conseils ou donner même ces conseils aux jeunes qui sont en train de vous suivre? Oui, ce que je pourrais dire aux jeunes, le VIH est réel. Il y a des progrès qui ont été réalisés depuis lors avec différentes interventions, des actions qui ont été menées. Mais actuellement, le VIH se concentre chez les jeunes et surtout les jeunes filles. Donc si nous voulons améliorer les choses, nous devons mener une vie responsable. Les rapports sexuels précoces, moi je dirais, je ne peux pas dire que je demande aux gens de ne pas se livrer aux rapports sexuels ou je demande aux gens de se livrer aux rapports sexuels, mais chacun de nous a une conscience. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qui voudriez-vous devenir dans la vie? Si vous pensez à votre avenir, observez l'ABCD de la prévention. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, abstenez-vous des rapports sexuels. Il y aura un moment où vous aurez à le faire et personne ne va vous condamner. Si vous êtes marié, il n'y a que la fidélité qui protège contre le VIH. Si vous pensez que vous ne saurez pas observer la fidélité ou vous abstenir des rapports sexuels, utilisez ne fût-ce que les préservatifs, les condoms. Et pour terminer, toute personne doit connaître son statut sérologique. Toute personne doit se faire dépister parce que le dépistage, c'est la porte d'entrée entre la prévention et la prise en charge. Merci beaucoup, Dr Faustin Kitetele, expert du VIH pédiatrique et responsable du service de maladies infectieuses à l'hôpital pédiatrique de Kalembe. Merci pour toutes ces précisions. Je retiens que toute personne doit se faire dépister, toute personne doit connaître son statut sérologique afin d'avoir un comportement responsable. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, madame. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Règles d'utilisation du préservatif. Le préservatif doit obligatoirement être protégé par un emballage individuel et avoir été stocké à un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Vérifiez que la date de péremption n'est pas dépassée et que l'emballage n'est pas abîmé. En cas de doute, jetez-le et prenez-en un autre. Ouvrez l'emballage par les milieux à l'aide de vos doigts. Le préservatif ne doit pas être ouvert avec les ongles, avec une paire de ciseaux ou avec tout autre objet pouvant le perforer ou l'endommager. Sortez le préservatif de son emballage, il doit se présenter sous une forme circulaire, tel un rond de plastique couvert par une membrane de latex. Ne les déroulez pas avant de le mettre.
Le préservatif n'est pas uniquement un objet de contraception, mais un moyen de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Soyez responsables et attentionnés, évitez tout contact entre parties génitales buccales ou anales avant d'avoir mis le préservatif. Les attouchements peuvent cependant être pratiqués à titre des préliminaires. Le préservatif doit toujours être placé sur le pénis en érection. Placer un préservatif sur le pénis au repos peut conduire à des pincements, voire à sa perforation lors de l'érection. Vérifiez que votre préservatif est à réservoir, gage de sécurité. Pincez le réservoir, l'extrémité du préservatif entre le pouce et l'index afin de chasser l'air et de faire le vide. Le réservoir pourra ainsi contenir la sémence sans qu'il n'éclate. D'autre part, l'absence d'air est synonyme de contact plus fin et de plaisir accru. Placez le préservatif sur le gland après vous être décaloté. Il y a un sens pour le placer. La membrane de latex doit être en dessous de l'anneau de plastique et non au-dessus. Et les côtés lubrifiés doivent être tournés vers l'extérieur. Un préservatif placé dans le mauvais sens ne peut pas être déroulé convenablement, ce qui vous oblige à le placer dans le bon sens. Il ne faut jamais mettre deux préservatifs l'un sur l'autre, car si cela n'accroît pas la sécurité, le préservatif du dessus peut rester dans le vagin de la partenaire féminine après le rapport. Formez avec votre pouce et votre index un anneau en serrant votre pénis et déroulez le préservatif sur la longueur jusqu'à atteindre la base du pénis. Ne forcez pas cette opération, peut prendre un certain temps mais ne doit pas être douloureuse. S'il ne se déroule pas bien, jetez-le et prenez-en un autre. Les préservatifs sont généralement pré-lubrifiés, mais vous pouvez compléter la lubrification au moyen d'un gel hydrosoluble. Les corps gras et la vaseline sont à proscrire. Ils peuvent corrompre le préservatif ou le rendre poreux. Employez uniquement des gels appropriés disponibles en pharmacie. Au terme du rapport, le partenaire masculin se retire rapidement après l'éjaculation en prenant garde de maintenir le préservatif à sa base afin d'éviter qu'il ne reste dans le vagin de la partenaire féminine. Retirez-le en le déroulant dans le sens inverse et après l'avoir de nouveau tendu, formez un nœud en son milieu pour emprisonner la sémence et jetez-le à la poubelle. Il est déconseillé de le jeter dans les toilettes. N'oubliez pas, un préservatif ne sert qu'une fois, il doit se dérouler facilement, il ne doit être ni endommagé ni périmé, il est déconseillé d'utiliser un préservatif ayant subi des écarts de température ou ayant été endommagé. À cet effet, un préservatif ne doit pas être dans une boîte à gants, une poche ou un réfrigérateur. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. Voilà.